sinon on passe à la correction de quiz. Est-ce que tout va bien, s'il vous plaît? Est-ce que vous voyez mon écran? D'accord, merci beaucoup. Alors, on va essayer de corriger. Donc, la première question. Alors, le Smart Disk ne peut pas être activé pour un pool de stockage dont les disques membres sont du même type. Alors, le Smart Disk suppose que vous avez deux types de disques, des disques très rapides et des disques moins rapides. Donc, c'est vrai qu'on ne peut pas l'activer si on a toujours des disques de même type, parce que vous n'avez pas plusieurs tiges, en fait, les tirs de performance, les tirs capacitaires. Donc là, on ne peut pas activer, bien sûr, le Smart. Alors, on va passer à la question suivante. Donc, un loon sur source peut former plusieurs paires hyperclones avec différents loon cycles. Oui, donc on peut avoir plusieurs copies de la loon source. Mais maintenant, la loon cible ne peut pas être ajoutée qu'à une seule paire hyperclone. Oui, c'est une bonne réponse parce que la loon cible, donc là, c'est la copie. Donc, on ne peut pas avoir une même loon copie de plusieurs loon sources en même temps. Vous voyez? Donc la loon source, on peut avoir plusieurs copies, ça c'est possible. Donc là, on peut avoir plusieurs copies de sauvegarde. Mais maintenant, une copie déjà spécifiée ne peut pas correspondre à plusieurs sources. Ça veut dire qu'elle va contenir deux contenus différents. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est une mauvaise réponse ici. Alors, on va aller vers les questions suivantes. Alors, une fois la commande rollback exécutée avec succès, LOT peut lire et écrire les données sur les lignes sources. Oui, oui. Si on a réussi à revenir en arrière, là, la machine pourra réutiliser sa ligne source, bien évidemment. Alors, quel état doit avoir une paire avant le fractionnement de cohérence lors de la migration de l'une? Alors, donc, imaginons que j'ai terminé la partie migration. Là, je peux faire le fractionnement. Donc, c'est pour ça que l'état qu'on est en train de chercher, c'est l'état migrant. D'accord? Donc, si on est en cours de migration, on ne peut pas couper l'opération au milieu. Si elle est en pause, ou si l'opération n'a pas été terminée, donc là, c'est vraiment des états qui ne sont pas, on va dire, stables. Quand on a terminé, là, on pourra faire le fractionnement très facilement. Alors, lequel des éléments suivants n'est pas un état d'un fichier dans un système de fichiers worm? Là, c'est l'état C, donc supprimé, donc comme bonne réponse. Les autres états, ça existe dans les fichiers. Alors, on va descendre. Alors, dans le système de stockage Huawei Ocean version 3, laquelle des descriptions suivantes concernant le sourcing, donc le LUN, est-il correct? Donc la bonne réponse ici, c'est la réponse C. Donc lors de la création d'un thin LUN, la capacité initialement allouée peut être utilisée sans spécifier pourquoi on va l'utiliser. On va aller vers la question suivante. Donc, parmi les stratégies de migration suivantes, lesquelles peuvent être définies pour les lunes? Donc là, euh,
Alors, j'espère que cette fois, le problème est résolu. Euh, alors, est-ce que vous voyez bien mon écran? Donc, déjà, on a répondu sur la question 6. On est en train d'essayer de répondre sur la question 7. Alors, confirmez-moi la bonne réception de la voix et de l'image, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, parmi les stratégies de migration suivantes, lesquelles peuvent être définies pour les lunes, donc tous les états, ils sont bons. Toutes ces stratégies sont bonnes. On peut choisir une migration, merci beaucoup, automatique, migration vers le niveau le plus performant aussi, vers le niveau de performance inférieur, ou on peut ne pas demander de migration. Donc, tous ces états, ils sont bons. Donc, les trois bonnes réponses, les quatre réponses sont bonnes ici. Alors, quelle est la description de la récupération de données et la fonctionnalité HyperSnap au niveau de fichier dans Huawei version 3 qui est correcte? Donc, est-ce qu'on peut restaurer un seul fichier? Oui, c'est possible. Restaurer le fichier original si on a des erreurs logiques, ça c'est OK aussi. Restaurer le fichier original supprimé accidentellement, oui. Alors là, on peut avoir, on a dit des backups à des instants bien déterminés, donc on peut revenir à un état bien ultérieur que l'état d'instant présent. Alors maintenant, peut-on restaurer le fichier sur le système de fichiers en cas de panne physique? Là, on ne peut plus. Si on a une panne physique, donc on va perdre toutes les informations, on ne peut plus revenir vers l'état de fichier avant la panne. On va continuer pour répondre aux deux dernières questions. Alors, supposons que l'entreprise gère des centres de données actifs dans les villes A et B, et le mode d'arbitrage c'est hypermétro de stockage. Et en mode de priorité statique. Donc le site A est le site de priorité statique, lequel des énoncés suivants est correct. Donc là, les énoncés corrects sont ici C et D. Alors, si le site B est défaillant, le site A va reprendre automatiquement ses services. Oui, parce que A a la priorité la plus forte ici. Si les liaisons entre l'hébergeur de site A et entre l'hébergeur et le site B sont défaillantes, alors l'état de couple hypermétro ici est normal. Alors on va terminer avec la dernière question. Là, on vous demande ici de, euh, de choisir en effet les configurations qui vous permettent d'avoir le plus de performance dans la technologie Smart-C. Alors, donc ici, on va choisir une migration vers le niveau le plus supérieur. Donc là, c'est le niveau le plus performant. On va lire les bonnes réponses. Donc, une allocation de capacité préférentielle issue d'un niveau haute performance. Voilà, donc on essaye d'avoir le niveau le plus performant. Donc, c'est pour vraiment répondre à la question, hein. On veut optimiser les performances. Et on va migrer vers des niveaux de performance plus élevés aussi, c'est une bonne réponse. Par contre, l'allocation de capacité vers le niveau capacitaire, non. Là, c'est un autre objectif ici. Et la migration vers le niveau de performance inférieur, ça va réduire en effet la performance et ne répond pas ici aux besoins. Donc, on a terminé la réponse. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. Sinon, on va basculer vers le dernier cours. Voilà. Donc, le dernier cours, il va porter
sur les logiciels qui vont vous permettre tout ce qui est maintenance et gestion des opérations de système de stockage. Alors, comme introduction, donc là, vous avez donc plus le coût en effet de périphériques de stockage diminue, alors plus en plus les entreprises vont utiliser des périphériques de stockage de grande capacité pour stocker les données. Alors ça devient par conséquent très difficile de faire la gestion de tous ces périphériques de stockage. De ce fait, donc, on va essayer d'améliorer et faire une gestion plus efficace, voilà, à travers un ensemble d'outils qu'on va voir tout de suite. Alors, comme plan, d'abord, on va essayer de comprendre le processus général de gestion des opérations et de maintenance. Donc, on va voir les objectifs, les différents euh, axes qui tournent autour des opérations et maintenance. Comme on a déjà dit, donc on va essayer de vous montrer un ensemble d'outils capables de vous aider dans tout ce qui est opération de gestion. Et on va terminer par vous exposer quelques scénarios typiques pour tout ce qui est opération et maintenance. Alors, on va commencer par la première partie. Donc, on va comprendre ce que c'est la gestion des opérations et maintenance. Voilà. Et on va voir quels sont, on va dire, les processus qui tournent autour de ce thème ici. Alors, essentiellement, ça consiste en l'exploitation et la maintenance des réseaux. Donc, on va essayer de voir comment on peut exploiter d'une manière efficace les supports de stockage et aussi les maintenir. Alors, vous avez ici un cycle de vie, voilà, qui va vous permettre à atteindre un état cohérent et acceptable en termes de coût, de stabilité et d'efficacité. Alors, tout d'abord, on va parler de tout ce qui est opération de gestion. Ça concerne en effet tout ce qui est entretien efficace, donc à savoir donc la gestion de tous les actifs, de toutes les ressources, la gestion des événements et la gestion efficace d'énergie. Ça concerne aussi tout ce qui est assurance technique, donc les entretiens ici des appareils, la réparation, l'identification des risques. Alors nous avons aussi donc tout ce qui est gestion de ressources, donc comment le personnel va être organisé. Donc là, la structure organisationnelle, elle est annoncée ici. Il faut utiliser les bonnes compétences, donc là, qui peuvent être qui doivent être capables en effet d'effectuer des changements, des modifications de pièces de rechange, etc. De comprendre aussi les messages des erreurs qui vont être affichés au niveau des outils. Vous avez aussi la configuration de plateforme. Donc là, il faut utiliser les outils d'entretien qu'on va exposer dans la deuxième section. Vous avez une base de connaissances. Hein, donc là, il faut connaître les types de pannes qu'on peut avoir, etc. et comment on peut les corriger. Et vous avez une plateforme qui vous aide à tout ce qui est maintenance en recevant des messages d'erreur en effet spécifiques qui vont vous aider à faire donc tout ce qui est opération de maintenance. Alors tout ça doit être standardisé. Donc là, vous avez un système standard grâce à ces dire normes. Voilà, donc là, vous avez l'ITIL. Vous avez aussi les normes ISO 2000 ici, qui vont être impliquées ici. Alors, avec ça, à côté, donc vous avez les processus de service. Voilà, donc vous avez des processus standards d'opération, processus d'intervention d'urgence, voilà, et processus de dépannage ici. Alors là, on divise en effet tout ce qui est opération en deux couches. Vous avez la couche technique. Donc là, vous avez le cycle de vie des opérations de maintenance de chaque produit.
Voilà, donc là, vous avez par exemple ici l'analyse des besoins, sélection de la configuration et conception de l'architecture. Vous avez aussi les critères de transfert et de déploiement vers les maintenances. Vous avez aussi des critères pour l'optimisation des performances. En cas d'urgence, vous allez appliquer donc un plan de recovery ici. Donc voilà, il y a pas mal de processus qui sont intégrés au niveau de la couche technique. Et parallèlement, vous avez une couche de processus. Donc la couche de processus, donc c'est dans le cadre d'ITIL, vous avez donc, à titre d'exemple, la gestion des événements, la gestion des problèmes, des changements de configuration, etc. Donc on partage tout ce qui est technique, de tout ce qui est, on va dire, processus. Voilà, donc qu'est-ce qu'il faut faire en cas de panne, par exemple? Qu'est-ce que, en cas de problème, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut alerter qui exactement? Quelles sont les mesures à faire, etc. Donc tout ça, il va être donc géré par la norme utile. Je pense que vous connaissez déjà, c'est très connu. Et c'est pas uniquement par rapport à tout ce qui est stockage, hein, tout ce qui est entreprise, donc utilise donc l'utilise. En effet, c'est les bonnes pratiques, hein, les bonnes pratiques utiles qui sont élaborées au niveau des entreprises, donc pour s'assurer que vous êtes sur le bon chemin et vous êtes en train d'appliquer les processus correctement. Alors, on va voir en détail donc tout ce qui est gestion des processus, donc la couche processus ici avec en premier lieu donc la gestion des événements. Alors, on va voir l'objectif et on va voir quelques exemples ici au niveau de tâches. Alors, les objectifs, vous voulez donc rétablir les services dès que possible. Donc là, vous allez reprendre juste après crise. Vous voulez minimiser l'impact des urgences et vous voulez s'assurer que la qualité et la disponibilité de services répondent aux exigences de SLAS. Alors, les tâches, donc vous voulez détecter et enregistrer les événements. Vous voulez aussi classifier et faire l'assistance en ligne, faire des enquêtes et diagnostics, etc. Donc, on a dit déjà qu'on va juste donner quelques exemples pour chaque donc, type ici de la processus. Mm. Donc là, vous avez comme montrer les accidents que vous pouvez avoir. Vous pouvez avoir des accidents concernant le réseau, le fonctionnement de l'ordinateur, donc la partie service, la partie procédure. Alors, donc vous allez appliquer un processus ici de gestion des accidents. Donc vous allez identifier l'accident, le classifier. Bien sûr, il faut faire une enquête et comprendre qu'est-ce qui s'est passé exactement, avoir une solution de récupération et vous devez résilier l'accident ici. Alors, pour ceci, donc vous allez demander le service, gérer les problèmes, gérer les changements, gérer le niveau de service, les capacités et tout ce qui est disponibilité. Alors, on va utiliser et on va faire l'appel à la base de données de gestion de configuration, voilà le SCMDB ici. Alors, maintenant, c'est la gestion des problèmes. Donc, comme objectif, nous voulons localiser la cause première du problème et prendre des mesures pour éliminer les erreurs connues. On veut minimiser le nombre d'urgences causées par des erreurs d'infrastructure informatique et minimiser l'impact négatif des problèmes. Alors, comme tâche, ici, comme exemple de tâche, on veut contrôler les problèmes, contrôler les erreurs connues, gestion proactive des problèmes, analyse des tendances, revue des enjeux majeurs. Alors, si je vous pose la question, quelle est la différence entre la gestion des problèmes et la gestion des événements? C'est quoi la différence entre les deux? Si vous avez bien noté en effet les deux.
Alors, la gestion des événements, en effet, oui, ce sont des événements qui ne sont pas prévus. Par exemple, là, vous avez un incident au niveau de votre entreprise. Vous voyez, c'est pas prévu. On peut pas prévoir donc ces événements et on doit réagir suite à ces événements tout en gardant comme objectif la disponibilité. Donc, comment reprendre l'activité après des événements? Donc ça, c'est la partie gestion des événements. Maintenant, la gestion des problèmes, alors les problèmes sont plus courants et en plus, on parle des erreurs ici qui sont connues. Donc là, vous avez des problèmes que vous êtes en train de subir et qui sont, on va dire, fréquents. Et là, vous allez établir des processus pour trouver des solutions et pour contrôler donc ces erreurs déjà connues que vous connaissez. Mais c'est pas des événements, on va dire, imprévisibles comme on a vu tout à l'heure, hein. Là, c'est vraiment la fréquence et la probabilité d'occurrence qui rentre et qui fait la différence entre ici problème et événement dans notre cas. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir? Donc là, vous avez la gestion des accidents, la gestion de tout ce qui est configuration, la gestion de niveau de service, gestion des capacités et vous avez la gestion de disponibilité ici. Donc, on va passer à la gestion des changements. Alors, comme objectif, on veut que tous les changements soient contrôlés et traités efficacement par des moyens et des processus standardisés et que les changements approuvés sont mis en œuvre avec un minimum de risque, une efficacité élevée et une rentabilité élevée. Alors, des tâches, on veut ici recevoir, enregistrer, approuver, planifier, tester et mettre en œuvre et examiner les demandes de changement. On veut aussi fournir le rapport sur les modifications de l'infrastructure informatique et propulser la modification de la base de données qu'on a vu tout à l'heure de configuration. Alors, donc, pourquoi les changements doivent être contrôlés? Quels sont les risques au niveau des changements? Quels sont les types de changements qu'on peut avoir? Par exemple, un changement au niveau de l'infrastructure. Par exemple, au niveau de quelques équipements. Alors, si on veut, par exemple, changer un équipement, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire avant de changer l'équipement? Changement d'un contrôleur. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Imaginons qu'on va utiliser le cas que, oui, ça, exactement. Là, on peut pas permettre un arrêt de votre système. Voilà, on va pas prévoir l'arrêt de système. Donc là, il faut préparer le nouveau B de stockage, il faut sauvegarder les données, le tester et après faire le basculement. On fait pas un passage. Regardez, imaginons que j'ai un premier B de stockage qui est fonctionnel, je veux migrer vers un autre B de stockage. Alors, est-ce qu'on fait une migration en cours et on bascule sans faire des tests, sans rien du tout? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire, à votre avis, pour avoir une disponibilité, une autre disponibilité? Il faut d'abord migrer les données sans basculer, sans basculer les adresses. Donc toujours, le serveur va utiliser. C'est tout un process, c'est justement, donc c'est la partie utile, c'est la bonne pratique qu'on est en train de discuter. Après, on va voir le volet technique avec les outils. Donc là, c'est votre serveur ici, S1, donc, qui est en train d'utiliser, on a dit, le contrôleur C1, et on veut basculer vers le C2. Donc, avant de faire ce basculement, là, je dois préparer mon contrôleur, mon deuxième contrôleur avec tous les datas, le tester et vraiment faire tous les tests, voilà, et après faire le basculement. On fait pas le basculement si on n'a pas fait les tests nécessaires. Donc, comme a dit votre camarade, c'est pas vraiment facile à faire, mais il y a tout un ensemble de processus à suivre avant de faire le changement
Voilà, comme cas ici de contrôleur. Vous voyez? Donc, si par exemple vous faites le basculement, imaginons que je fais le basculement et après je fais le backup. Est-ce qu'il y aura un temps d'arrêt de fonctionnement? Si, parce que le serveur a besoin d'avoir accès à ces données. Et là, j'ai fait le basculement et après j'ai pris les données à partir de contrôleur 1. Donc c'est un problème. Donc comme je dis, donc on garde d'abord tout, tout sur le contrôleur C1 et après on prépare le C2 comme on a dit. Voilà, on prépare le C2, on le teste. Si tout va bien, alors on peut envisager le basculement comme on a dit tout à l'heure. D'accord? Oui, effectivement, j'avais des erreurs. Donc j'espère qu'ils seront résolus cette fois. Alors, on va revenir à notre diapositive ici. Voilà, donc j'espère que tout est visible. Comme on a dit, donc c'est un ensemble de processus où il faut ne pas laisser les choses au hasard et il faut bien prévoir des processus. Il y a en effet des scénarios. Il y a des scénarios. Il y a plusieurs scénarios à utiliser selon le cas qu'on va voir à la fin de ce chapitre. Si ça vous répond pas, hein, à la fin de chapitre, vous pouvez reposer la question et on va discuter plus tout à l'heure. Alors, là, on revient au processus. Merci beaucoup. On va revenir au processus de gestion de changement. Alors, donc, on veut changer de requête, obtenir des informations sur les données fournies par votre base de configuration, modifier le calendrier de mise en œuvre, par exemple, base de données de capacité fournie par la gestion de capacité et informations budgétaires. Et comme information output ici, donc là vous avez un calendrier de mise en œuvre des changements mis à jour, des signaux qui déclenchent le démarrage de la gestion de configuration et de la gestion de version, et vous avez ordre de jour, procès-verbaux, mesures à prendre, rapport de gestion de changement. Donc là vous voyez que la gestion de changement, elle met en œuvre donc la gestion des versions. Elle met en œuvre aussi, donc, et elle doit prévoir la gestion des problèmes et aussi elle gère les accidents. Et là, vous voyez que, en effet, ces processus, ils sont en train de se chevaucher ici, parce que, comme j'ai dit, il faut pas laisser les choses au hasard, il faut bien maîtriser tout, donc en cas de changement. Alors, on va voir l'aspect gestion de configuration ici, comme objectif. Donc, on veut mesurer la valeur de tous les actifs informatiques et éléments de configuration à utiliser dans les organisations et les services. On veut fournir des informations
précise sur la configuration de l'infrastructure informatique pour d'autres processus de gestion de services. On veut soutenir des opérations de gestion des accidents, de gestion de problèmes, de gestion de changements et de gestion de version. On veut aussi vérifier l'exactitude des enregistrements de configuration liés à l'infrastructure. Alors, les tâches ici, on veut recevoir, enregistrer, approuver, planifier, tester, mettre en œuvre et examiner les demandes de changement. Fournir le rapport sur les modifications d'infrastructures informatiques et propulser la modification de la base de données comme déjà on a précisé que c'est la base de données de configuration ici. Voilà, base de données de gestion de configuration, vous avez l'abréviation ici. Voilà, là vous avez la gestion de changement qui va mettre en œuvre la gestion des versions. Voilà, et vous avez les bases ici qui vont contenir des informations sur la configuration et la bibliothèque ici logiciel définitif, donc des informations sur les applications qui sont. Alors on prend le premier exemple, donc là vous voulez changer de requête et vous devez avoir des informations de configuration, de rapport et d'audit. Voilà. Alors on va voir maintenant la gestion de publication. Alors, on veut évaluer de manière exhaustive les modifications apportées aux services informatiques et garantir que tous les aspects d'une version sont pris en compte. Alors, les tâches, on veut planifier les versions, on veut donc des versions de conception, de développement et de configuration. On veut les séparer ici. On veut examiner la validité, de la version. Faire un plan de déploiement, envisager la communication, la préparation et la formation, et enfin la distribution et l'installation. Alors ça ressemble un peu à Git. Je ne sais pas si vous connaissez, ça permet de gérer une arborescence de versions, donc la version 1, la version 2, etc. Et ça ressemble un peu à DevOps. Je ne sais pas si vous connaissez, bon, je donne l'exemple pour ceux qui connaissent déjà. Alors, on veut assurer le continuous deployment et le continuous integration. Donc, c'est donc, continuous integration et continuous deployment. Donc, on veut intégrer les versions d'une manière automatique, en ayant toutefois plusieurs versions, gérant toutes les versions, toutes les modifications. On veut aussi faire une intégration automatique, voilà, se basant sur les versions. Voilà. Alors, donc là, vous avez les détails de votre processus de gestion de version. Là, la politique de publication, quand vous voulez faire des publications, il faut planifier les versions, faire d'abord la conception. Le build ici, bon, c'est mal traduit ici, c'est la construction de la version. Il faut tester, faire la planification et vous avez après l'aspect communication et formation et vous avez la distribution et l'installation. Alors, je ne sais pas si vous avez une question sur la première partie qu'on a déjà élaborée. Alors ça, c'est tout ce qui est aspect processus, comme on avait dit. Ça doit être rédigé. Si on est dans une entreprise, ça doit être bien rédigé, bien clair, pas de confusion et ça doit bien sûr être appliqué à la lettre. Donc là, comme on a dit, on laisse rien au hasard. On doit tout prévoir convenablement. Et je dois prévoir les pires des cas et trouver un plan de remédiation
en cas par exemple de problème, en cas d'accident, si je veux faire une mise à jour, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Donc il faut tout prévoir et tout l'écrire convenablement, avec des procédures bien claires. Voilà. Alors je ne sais pas si vous avez des questions, sinon on va passer aux outils. Donc ça, c'est l'aspect technique. Donc, on a commencé par l'aspect processus, maintenant c'est la couche technique qui est là. Alors on va voir un peu les outils. Alors, le Device Manager. Alors, le Device Manager, vous connaissez déjà, donc il permet de faire la gestion de votre équipement. C'est une interface comment? Graphique, oui ou non? Graphique, web, et ça permet de gérer un seul appareil. Donc là, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a un port qu'il faut mettre. Voilà, et on va accéder sur le port de maintenance et après on a normalement l'interface d'authentification. Effectivement, c'est une interface web comme vous l'avez signalé. Euh, oui, sécurisé, oui, absolument d'accord. Alors, donc le premier outil qu'on peut utiliser pour voir les problèmes, pour faire le diagnostic, c'est le Device Manager qu'on a vu déjà. Et d'ailleurs, il y a des transparents qu'on a vu déjà, hein. On va voir les alertes, etc. Je pense que vous vous rappelez un peu de l'écran noir qu'on a utilisé. Alors, il y a d'autres outils. Alors, ces outils, donc, on va commencer avec le Smart Kit. On va essayer de voir. Alors, le Smart Kit, c'est un outil de service de stockage ici. Voilà. Et il y a aussi le service qui marche pour tout ce qui est cloud. Donc, ça permet de faire une télémaintenance à distance. Donc, ça permet de récupérer plusieurs informations sur plusieurs appareils en même temps. Donc, vous avez une interface de diagnostic, comme on a dit, sur plusieurs appareils à distance. Alors, eSight, ça permet aussi de faire une gestion multi-appareils. Voilà, on peut surveiller des défauts et rapports de performance. Et là, vous avez la notion de supervision. Alors, il y a des métriques que vous pouvez récupérer et qui vont vous aider à la supervision de vos équipements à distance. Et comme ça, vous pouvez aussi faire le diagnostic, voilà, des appareils. Et comme dernier outil, voilà, vous avez le DME ici, qui permet de contrôler les ressources de stockage aussi à distance. Voilà. Bon, on a fait le tour, je pense, des équipements, hein. Vous avez cinq plutôt outils. On a vu un peu les noms et on va détailler tout de suite chaque outil. Alors ça, je pense que vous vous rappelez un peu de l'écran de Device Manager, n'est-ce pas? Alors ici, vous avez le serial number, vous avez le modèle, la version, vous avez ici plusieurs fonctionnalités, ici l'overview, donc là c'est le résumé, des indicateurs de performance que vous pouvez avoir, et vous avez aussi des informations sur les alertes qu'on va voir dans le transparent suivant. Alors avant de passer au transparent suivant, on va rappeler la définition ici. Alors le Device Manager, c'est le logiciel de gestion d'appareils unique. Donc là, on va gérer un seul équipement. Conçu par Huawei pour faciliter la configuration, la gestion et la maintenance des périphériques de stockage. Les principaux fonctions logicielles incluent la location des ressources, on a vu ça déjà, la gestion des utilisateurs, la gestion de fonctionnalités, la protection des données, la surveillance des performances et la gestion des alarmes. En principe, on a tout détaillé, je pense, la séance avant-dernière. Alors, comme on a dit, on va essayer de gérer aussi les alarmes. Vous voyez, donc dans l'exemple, vous avez 17 alarmes au total, donc dont un critique, 14 majeurs, et vous avez 2 avertissements ici. Alors, on arrive maintenant au deuxième outil. Donc ça, c'est le Smart Kit. Alors, c'est une plateforme unifiée, donc qui va gérer, en effet, plusieurs outils, hein, de stockage, hein.
Alors, c'est une plateforme de gestion des outils de bureau, intègre les outils d'opération et de maintenance pour les systèmes de stockage, les serveurs et le cloud computing. Alors, il y a des conseils basés sur les scénarios. Donc là, vous pouvez en effet voir des outils qui sont spécifiques à chaque scénario. Alors, j'ai déjà normalement annoncé au début de cette séance qu'on va voir des exemples de scénarios à la fin de ce cours. Donc, on va essayer de voir des exemples de scénarios possibles à la fin et vous aurez des outils qui vont être proposés pour chaque type de scénario. D'accord? Alors, tout ça, bien sûr, va être standardisé. Donc, vous avez un assistant qui va vous guider à travers les opérations basées sur des scénarios de manière simple et intelligente. Donc, pour vous aider, que ce soit en effet conforme à l'ITIL, conforme aux normes ISO. Donc là, des opérations qui sont proposées, ils sont déjà standardisées, il faut suivre ça, hein, et surtout que c'est avec explication et que c'est assuré d'une manière simple ici. Alors, vous avez l'interface de Smart ici, Kit. Donc là, vous avez les devices. Donc, vous pouvez demander ici. Donc, c'est plusieurs devices à la fois. Donc, vous pouvez appuyer ici et après choisir votre device. Donc, ça, c'est la barre de navigation de fonction ici. Donc, vous pouvez cliquer sur votre device. Ici, nous avons un seul device dans ce cas, mais vous pouvez ajouter vos devices ici, hein, en cliquant sur le bouton Add Device. Et vous avez plusieurs scénarios qui sont possibles. Alors, vous avez par exemple un scénario pour la migration des données. La migration, ça veut dire que vous avez deux, on va dire, peut-être deux contrôleurs ou deux sites. Vous voulez migrer les données, voilà, d'un site à un autre. Alors, vous voulez par exemple faire l'extension. Vous voulez vérifier l'état de votre système, l'état de santé de votre système. Vous voyez ici, Health Check. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut avoir aussi? Donc, vous voulez faire l'upgrade, une mise à jour. Donc, vous avez pas mal de scénarios qui sont déjà proposés. Vous pouvez choisir votre scénario et essayer de suivre les étapes, comme on a dit, parce que c'est déjà détaillé et c'est guidé. Et on a dit l'intéressant que c'est conforme à des standards. Donc là, vous êtes déjà conforme, comme on a dit. On arrive maintenant au logiciel DME. Alors, le logiciel DME, il permet de faire la planification selon des SLA. Donc là, vous avez des contrats ici. C'est une planification intelligente. Elle permet de faire la partie construction. Donc là, c'est la construction, c'est l'organisation de tâches planifiées selon des horaires bien déterminés. Voilà. Vous pouvez aussi identifier d'une manière automatique tout ce qui est préventif, proactif. Proactif, c'est quoi le proactif? Il y a réactif, proactif. On veut faire la prévention proactif. Avant l'incident ou après l'incident? Détection, voilà, détection rapide. Mhm. Là, je prends la réponse rapide. Voilà, vous voulez que la réaction soit rapide et réagir à, à l'incident très rapidement. Et pourquoi pas avoir des prévisions, essayer d'anticiper, voilà, d'anticiper la réponse. Voilà, donc la réponse exactement. Donc si on prévoit qu'il y a un problème, je sais pas, dans 5 10 minutes par exemple, là on peut agir pour limiter en effet les dégâts. Voilà, exactement, il faut que ça soit très rapide ici, exactement. Donc
Merci pour la réponse. Alors là, on veut que les analyses soient automatiques et on veut que la localisation soit rapide. On veut localiser le problème très rapidement. Euh, exactement. On veut limiter les dégâts. Voilà, on veut limiter les dégâts et on veut réagir très rapidement, localiser rapidement le problème et réagir très rapidement. Exactement. Alors là, on arrive au dernier point qui est l'optimisation. Donc, on veut faire une analyse multidimensionnelle et faire des suggestions d'optimisation ici. Donc, les changements vont être faits en un clic et vous avez une conduite ici au top. Voilà. Alors, on va vers le transparent suivant. Alors là, ce qu'on a dit tout à l'heure, donc là vous avez la planification donc, en se basant sur le SLA. Qui peut me dire qu'est-ce que c'est une SLA, s'il vous plaît? C'est quoi une SLA? Ici. C'est un agrément. Voilà, c'est un agrément. On va se mettre d'accord sur cet agrément et après on va essayer de respecter le contrat. On va essayer d'établir un contrat, voilà, établir un contrat. Et ce qui existe dans le contrat, on va essayer euh, de, de suivre le contrat, essayer de faire tous les clauses au niveau de son contrat. D'accord? Alors là, vous avez la planification. Donc, avant de commencer, on va vous faire comme des objectifs. On va essayer de les rédiger dans le format, on a dit ça là, qui est le contrat. Après, on va essayer d'aller. Oui, ça c'est un exemple. Oui. Ça peut être aussi sur les délais de réponse. Je préfère le mot contrat. C'est agreement. En anglais, le A c'est pour dire agreement. Alors, on va aller vers la partie construction. Oui. Alors, la partie, on va voir ça tout de suite. Si on n'a pas vu ça déjà, hein. Je vais essayer de vérifier. Oui. Alors, le construction, donc c'est la provision ici automatique. Voilà, donc avec la protection automatique. Vous avez donc l'identification proactive de problème, on a dit c'est une identification très rapide, réponse aussi très rapide. Vous localiser les défauts très rapidement et réagir très rapidement. Et pour finir, vous avez donc la partie optimisation. Alors là, vous voulez résoudre automatiquement les problèmes. Vous voulez faire l'analyse ici multidimensionnelle et faire la conduite automatique. Alors là, pour répondre à votre question, quel est l'outil, vous avez dit, qui prend en charge plusieurs équipements à la fois. On a vu ça déjà, c'est le eSight. Le eSight. Donc ça permet de gérer plusieurs appareils en même temps. D'ailleurs, on va le voir tout de suite, hein. Je vous ai dit, ça va venir. Merci, oui. Alors, donc introduction à eSight, ici. Donc ça permet de fournir une adaptation d'appareils multifournisseurs pour une gestion unifiée des appareils à l'échelle du réseau, une architecture basée sur des composants. Oui, oui, c'est le nombre d'appareils. Donc le device manager, c'est pour un seul équipement et ici le eSight, ça permet de gérer plusieurs à la fois. Donc faire une gestion centralisée ici sur un seul équipement. C'est pour un seul outil. En effet, un seul outil va vous permettre de faire la gestion de plusieurs appareils à la fois. Merci beaucoup. À vous aussi. Alors, basé sur des composants pour la construction à la demande des plateformes, donc opération et maintenance d'entreprise, ainsi qu'une
conception légère et un client web pour réduire le coût de maintenance et la mise à niveau de système. Alors, l'architecture, donc là, vous avez la possibilité de faire la gestion de switcher routeur WLAN, donc la gestion de la vision intelligente, donc c'est téléprésence, donc sur tous les équipements. Vous avez la gestion de stockage et bien sûr d'autres fonctionnalités comme vous pouvez voir ici. Alors, donc, vous avez ici l'architecture logique du site. Donc, comme vous pouvez voir, vous avez toute une couche pour la gestion d'appareils. Voilà, donc là, vous avez appareil de communication unifié, téléprésence et visioconférence, terminal, le client à distance ici, périphérique réseau, ressources virtuelles. La gestion des appareils. Alors, la gestion des appareils, ça veut dire que vous pouvez se connecter à distance à un appareil. Et vous pouvez avoir des indicateurs et même envoyer des commandes à distance. Un exemple très simple, je veux redémarrer la machine. Je peux le faire à distance. Et c'est une opération de gestion. La config. Oui, oui, on peut aussi faire la configuration. C'est ça votre question, hein? Oui, on peut faire grâce à des boutons et on peut faire ça grâce au terminal client. Vous vous rappelez un peu de terminal client avec la structure de commande? On a vu ça avec le Device Manager. Vous vous rappelez de terminal client, le terminal noir avec des commandes? Ou- Oui, exactement. On se connecte avec SSH via Qt et après on commence à écrire des commandes. Alors, au lieu de les faire sur un seul Device Manager, vous pouvez les faire à distance grâce à cet outil. Donc, exactement, les commandes, voilà, le CLI, exactement, vous avez bien noté ça. Bon, j'ai mal écrit ici. Voilà, le CLI, exactement, c'est le terminal d'administration textuelle. Bon, voilà, donc il est mentionné ici, donc vous pouvez utiliser votre terminal pour faire la gestion à distance. Alors, donc on a bien normalement compris qu'est-ce que c'est la gestion des appareils, et avec ça, vous avez des opérations à valeur ajoutée. Par exemple, ici, la gestion de SLA, le contrat. On a discuté tout à l'heure un exemple de contrat, plutôt on a parlé de contrat, passante, etc. La plateforme eMaster, est-ce que vous pouvez donner plus de détails? Le nom, moi, j'ai pas j'ai pas de un retour sur le e-terminal. C'est ça, vous avez noté quelque chose comme ça? Est-ce que vous pouvez me donner plus de détails comme ça, j'essaie de répondre. Alors, valeur ajoutée, vous avez, euh, franchement, je ne connais pas. Le e-master de Huawei, non, je ne connais pas. Mais si vous donnez plus de détails, là, on peut dire que ça ressemble ou non. On peut confirmer est-ce que ça ressemble ou non. Alors là, vous avez aussi des informations à valeur ajoutée sur l'analyse et la gestion du trafic réseau, la gestion de services, etc., gestion de rapports, etc. Donc tout ça, c'est la partie valeur ajoutée. Donc on arrive maintenant à e-service. Donc ça permet de faire une gestion maintenant intelligente, mais sur le cloud. Voilà, sur le cloud de Huawei ici. Oui, oui. Le e-site, c'est un produit Huawei ici.
Donc, utilise l'analyse de mégadonnées, des technologies d'intelligence artificielle pour fournir des services tels que le rapport automatique des pannes, la prévision de la capacité et des performances, ainsi que la prévision des risques liés aux disques, évitant ainsi des risques potentiels et fournissant une base pour la planification des capacités. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir ici? Les défis. Donc, on va avoir une réponse réactive, très rapide, optimisée. On a aussi, donc, on veut éviter le retard de déploiement du service. On veut que ça soit le plus rapide possible. Et on veut gérer plusieurs appareils. Donc, bien sûr, si c'est plusieurs appareils, on a une gestion complexe, mais on veut euh, euh, avoir en effet une gestion centralisée facile grâce à une seule interface web ici. Donc déjà, j'ai dit que c'est une interface web. Effectivement, c'est une interface web qui va vous permettre de faire la gestion dans le cloud ici. Les capacités techniques, donc là, vous avez une réponse rapide, analyse en temps réel, prédiction intelligente, donc avec les algorithmes intelligence artificielle, et vous avez une plateforme d'actifs. Je vais lire tout de suite. Alors, je ne sais pas si on est arrivé à la pause ou non. Sinon, je vais essayer de voir la partie commentaire. On peut prendre la pause. Je vais voir la partie commentaire. Déjà, votre camarade a envoyé la définition. Ça permet de contrôler le réseau. Oui. Donc, c'est la gestion de contrôle, d'analyse et intelligence artificielle. Donc, pour tout ce qui est équipement de réseau. Ici, c'est aussi l'équipement de stockage. Donc oui, ça ressemble, hein, et je vois que c'est presque les mêmes fonctionnalités ici. Alors, c'est quel cours? Le IMAS, il appartient à quel cours? Ah ouais, oui, ici. Le réseau. D'accord. D'accord. Le datacom. Mhm. Merci. Merci pour l'information. Mhm. Alors, est-ce que vous avez des questions? Donc, j'en profite avant de passer à la pause. Vous avez des questions? Merci. Avec recherche, vous n'avez pas trouvé? De quel logiciel vous parlez? Mhm. Le Device Manager. Hmm. Non, la dernière fois, vous avez fait l'installation d'un simulateur, c'est pas le Device Manager. Alors, si vous voulez avoir le Device Manager, soit vous avez un équipement de stockage réel, je sais pas si vous l'avez, sinon il faut installer une plateforme de virtualisation. Donc, comme ici, hein, donc là, dans notre cas, le Fusion Compute, par exemple. Il faut installer le Fusion Compute et après sur le Fusion Compute, là, vous pouvez avoir le Device Manager. Alors, Amara, vu que vous êtes un partenaire, je pense que ça va pas tarder. La session pratique, elle va pas tarder. Euh, J'aurai donc déjà un participant, je pense. Amara, vous allez être avec moi, je pense, dans la prochaine formation, donc destinée pour les partenaires. Merci pour Amara. Mhm. Et
Normalement, vous aurez l'information dès que on fixe la date. Oh, oui, d'accord, monsieur Saad, certainement. Alors, dès qu'on fixe la date, c'est pas encore fixé, on va prendre une semaine de pause et après on va fixer la date. Dès qu'on fixera la date, vous serez certainement informé de la date de la formation. Donc ça va être que de pratique, ça va être en principe des séances pratiques 100%. Oui, c'est la dernière séance aujourd'hui pour le cours, on a bien terminé. Donc juste on va voir les derniers outils, on va voir les outils qui resteront. Il y aura une autre, un autre cours moins accéléré, donc c'est juste 4 séances. Oui, surtout sans avoir la possibilité de tester. En effet, le cours reste que avec la partie théorique. Je pense que avoir le volet pratique, c'est intéressant aussi. Malheureusement, comme je dis, les outils ne sont pas gratuits, ils sont propriétaires de Huawei. Donc, ça va être un peu restreint pour la deuxième partie de ce cours où il y aura des TP. Il y aura d'autres formations, certainement. Avec Huawei, il y aura d'autres formations sur d'autres cours. Alors, on va prendre 5 minutes de pause et après, on reprend le cours et les questions juste à la fin de la séance.
Merci beaucoup. Alors, celui qui veut parler, il peut envoyer un petit message, comme ça je donne la parole. Je ne sais pas si c'est exprès. Vous voulez parler? Shamara, Sili, Madame Limes. Si vous voulez parler, donc il faut confirmer avec un petit message et on va vous allouer, vous donner la parole. Alors, pour le cybersécurité, oui, ça existe à Huawei. Il y a une formation sécurité à Huawei. Alors, pour le planning, je n'ai pas des détails. Alors, il faut demander à Madame Limes si elle a un planning très proche pour le cybersécurité. Comme j'ai dit, vous allez être informé automatiquement, hein. Ça va pas tarder, certainement, il y aura d'autres formations. Vous voulez avoir une leçon de révision? Oui, et vous serez informé. Alors, pour préparer la certification, on n'aura pas accès au simulateur. Malheureusement, il y a une contrainte. Je vous ai dit, pour les simulateurs, c'est pas des simulateurs en effet, c'est des vrais logiciels et il y a une contrainte pour le téléchargement. Si c'était peut-être en présentiel, ça va être sur des ordinateurs de la formation et c'est possible d'accéder à la formation. Vu que c'est en ligne, donc là on va vous donner les accès pour faire le téléchargement. Malheureusement, c'est pas possible ici. Surtout que le public est ouvert, malheureusement. Il n'est pas une leçon de révision. Il y a les enregistrements, Monsieur Zachary, vous pouvez voir les enregistrements. Alors, si vous avez des questions peut-être sur une ancienne leçon, on peut revenir aujourd'hui, hein. Juste on termine ça et si vous voulez revoir un aspect, on peut revoir ça. Il y aura un quiz normalement de révision, oui. Une autre séance de révision, je pense pas. Mais si vous avez des questions vers la fin de la séance aujourd'hui, pourquoi pas, même sur d'autres leçons. De ma part, je n'ai pas le planning non plus. Je n'ai pas le planning. Bonjour, bonjour. Je n'ai pas le planning. Il faut voir avec Madame Limes. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui est prévu prochainement. On peut pas les partager comme ça, hein. On va les partager dans les séances de TP pour les partenaires, Monsieur Ayoub. J'espère que vous êtes partenaire. Vous serez informé. Vous serez informé. Oui, vous serez informé et vous serez le bienvenu pour assister à la partie TP. D'accord. Ok. Je vous remercie encore. Voilà. Euh, Merci pour les informations. Donc, vous serez informé pour très bientôt. Comme je l'ai dit, on va prendre une semaine de pause et après on va planifier les dates avec Madame Limes et bien sûr vous serez informé. Pour l'instant, il n'y a pas une date fixe, comme j'ai dit. Donc on va la préparer au cours de la semaine prochaine. Ça va pas tarder. De toutes les façons, ça va pas tarder. D'accord, on va reprendre. Si vous avez des questions, gardez-les pour après. Que ce soit même sur les autres cours, les anciens cours. Si vous voulez qu'on revienne sur une notion, pourquoi pas, on a tous les diapositifs nécessaires. Donc on peut revenir, juste il faut donner des questions avec précision. Comme ça, on pointe directement vers le cours. Alors, donc on va
reprendre. Donc là, on va voir donc le e-service. Donc là, c'est la solution, elle est hébergée dans le cloud. La solution e-service, donc c'est une solution qui appartient au cloud de Huawei, qui va vous permettre en effet de faire le diagnostic donc à distance avec de l'intelligence artificielle sur des équipements. Alors, donc comme vous pouvez voir, vous avez une architecture dans ce cas un peu, on va dire, euh, grande, hein, avec une zone DMZ où vous avez des services web, des services de messagerie qui sont hébergés, une intranet avec la zone démilitarisée ici. Voilà, et comme on a précisé, donc là vous pouvez avoir des outputs sur différents équipements à travers donc la solution et service de Huawei hébergé comme on a dit au niveau de cloud. Il y aura des séances, regardez, pour le cours théorique, c'est la dernière séance aujourd'hui. Pour la partie TP, vous serez informé. Pour les partenaires, il y aura 4 séances supplémentaires pour 100% pratique. Alors, on va arriver maintenant au scénario d'exploitation avec les entretiens, ici. Donc, on va voir un aperçu sur les éléments de maintenance ici. Donc, vous avez des éléments d'entretien initial. Donc là, vous avez le Smart Kit que vous pouvez utiliser ici. Vous pouvez faire vérifier plutôt l'installation et la configuration de e-service. On a dit que c'est sous le cloud. La solution elle est hébergée au niveau de cloud ici. Vous pouvez aussi vérifier la configuration et la politique des alarmes. Et là, vous allez déclencher des alarmes. Je vous donne un exemple. Si l'espace qui reste n'est pas très suffisant, qu'il a dépassé plutôt l'espace restant est très limité, on va dire autour de 1%, 2%, vous serez alerté. Donc là, c'est vraiment des alertes que vous pouvez programmer et que vous allez recevoir en cas de l'événement, lorsque l'événement va être déclenché, voilà, va être déclenché, vous aurez l'alarme. Si vraiment l'espace restant est de 2% ou 5%, voilà, donc là, l'événement est déjà fait. Voilà, donc là, vous aurez donc l'alarme automatiquement. Donc vous avez si, alors, vous voyez, si, la condition, et après vous avez alors, qu'est-ce que vous voulez faire, comment vous allez programmer votre alerte ici. Alors, vous avez des articles d'entretien quotidien. Donc là, vous avez donc des tâches de vérification et de gestion des alarmes. Vous avez aussi des articles d'entretien hebdomadaire. Par exemple, vous voulez inspecter les périphériques de stockage, vérifier l'environnement de salles d'équipement, vérification de l'environnement interne des racks. Donc là, c'est les armoires ici, hein. C'est les armoires. Alors, on va voir maintenant le processus de gestion plutôt de maintenance rapide. Donc, on commence avec le start ici. On va vérifier l'état de l'indicateur et la gestion des exceptions associées. On va vérifier l'état de service et gérer les exceptions aussi. Vérifier les performances du système. Gérer, plutôt vérifier et effacer les alarmes. Les exceptions précédentes peuvent-elles être gérées? Recueillir les informations et signaler les défauts. Et après, vous avez la fin. Alors, à signaler que vous avez des indicateurs sur les panneaux avant et arrière des périphériques de stockage. On a vu ça dès les premiers chapitres. On a vu qu'il y a des indicateurs lumineux que vous allez retrouver dans le front-end et le back-end de contrôleur.
Je pense qu'on a vu ça déjà. Et même vous avez des contrôleurs lumineux par disque. Vous avez des contrôleurs plutôt des indicateurs lumineux par contrôleur. Et vous avez aussi des indicateurs par même disque. D'accord? Par disque. Donc vous pouvez avoir l'état ici. Donc comment on peut vérifier l'état de service? Donc vous allez vérifier les informations du système et d'état de service. Voilà, donc là, vous avez des informations de base, des alarmes, des tendances de la capacité, des performances de stockage ici. Et vous pouvez interroger les statistiques, donc demander, voilà, les statistiques en temps réel et l'historique sur Device Manager. Donc là, c'est pas le terminal, c'est l'interface web noire qu'on a vu tout à l'heure. Alors, si une panne se produit, dans le système de stockage, donc le Device Manager va déterminer automatiquement la gravité de la panne. Donc, on a vu qu'il y a 3 états, je ne sais pas si vous vous rappelez, le critical, les avertissements, et il y a un troisième état, moyen majeur. Voilà, l'état majeur, ça veut dire que c'est moyen. D'accord? Alors, on va voir comment inspecter. Donc ça, c'est un scénario. C'est un scénario, comment on inspecte ici. Alors, l'objectif serait d'avoir un plan d'inspection. D'accord. Un plan d'inspection, c'est pour s'aider à voir et faire un petit diagnostic. Donc, comment on va vous aider, voilà, à faire le diagnostic ici. Pour ce faire, donc là, il y a donc 4 étapes à faire. Donc là, il faut vérifier les indicateurs, vérifier l'environnement d'exploitation du système de stockage, vérifier l'état de l'exécution de service, vérifier l'état de fonctionnement de l'appareil. Voilà, donc l'inspection peut se faire à travers le Device Manager, donc graphique et automatique qu'on a fait. C'est pas vous qui va faire les tests un par un, mais vous avez un output graphique. Vous pouvez réaliser ça manuellement à travers des commandes. Et qu'est-ce qu'il faut utiliser dans ce cas? Si vous allez faire une inspection manuelle, vous allez utiliser quel outil dans ce cas? Manuel. Manuel, c'est à travers le terminal. Ça veut dire qu'on va utiliser le CLI à travers des commandes. Donc, vous pouvez faire l'inspection, vous pouvez demander des indicateurs, des vérifications à travers le show. Vous vous rappelez de la commande show, donc qui permet de faire des affichages. Et vous pouvez demander des informations sur n'importe quelle information que vous voyez ici. Donc, un autre scénario. Donc, le scénario numéro 2 ici, c'est la surveillance des performances. Et là, comment aider l'ingénieur B à surveiller les performances des périphériques de stockage. Alors, pour faire la surveillance, j'ai déjà annoncé le mot supervision. Donc, on veut avoir des mesures ici. On va commencer avec Start. Alors, différents scénarios de service ont des exigences particulières en termes de paramètres de surveillance de performance. Vous pouvez définir les paramètres de surveillance de performance en fonction des exigences de service. Alors, il faut configurer les seuils. Oui, ça c'est la réponse de tout à l'heure. Effectivement, si vous voulez faire une inspection manuelle à travers des commandes, c'est possible. Et là, vous allez utiliser le CLI. Si vous voulez faire l'inspection graphique avec des outputs sur le dashboard, sur le tableau de bord, là c'est le Device Manager. D'accord? Alors, regardez. Donc là, on veut surveiller. Alors, comment on surveille? Ça veut dire quoi surveiller, s'il vous plaît? C'est avoir des mesures. Est-ce que ça vous intéresse? Bon, c'est intéressant d'avoir ton réel. Mais
c'est plus intéressant si on va spécifier des seuils. Si les seuils sont dépassés, on recevra des alarmes. Donc là, au lieu de voir, regardez, donc, je sais pas si, bon, je vais tracer une figure ici. Donc là, il y a des mesures, je ne sais pas, sur la bande passante, par exemple, qu'on est train de recevoir en temps réel. Alors là, est-ce que je serai sur mon dashboard, sur mon tableau de bord, accroché ici, surveiller l'évolution? Est-ce que c'est intéressant? Oui, certains, à un certain niveau, hein. Mais le plus intéressant, je vais définir un seuil. Si la bande passante, bon, je pense, je vais reprendre à la figure, je pense que c'est plus intéressant ici. Oui, les changements, c'est exactement, c'est plus intéressant d'avoir des seuils et dire si je vais avoir une valeur inférieure à cette seuil, je serai alerté. Voilà, ça c'est votre seuil ici, je sais pas. Alors là, je vais mettre par exemple 10 mégabytes par seconde. Hein, là, c'est le cas de la bande passante. Alors si, dans certains cas, je suis en train de d'avoir une bande passante inférieure à cette seuil, là c'est un problème. Pour moi, je peux pas accepter et je serai informée à travers des alarmes. Comme ça, je suis pas obligée d'être accrochée à mon dashboard, surveiller l'évolution de courbe. Vous voyez? Donc c'est plus intéressant de définir des seuils limites, donc que ce soit inférieur à un seuil ou supérieur à un seuil, on va définir les limites, et au cas où il y a un dépassement ou il y a une valeur qui est en train d'être au-dessus de cette seuil, là on sera informé d'une manière automatique. C'est plus intéressant, donc comme ça on évite d'être accroché, on a dit, à notre tableau de bord et attendre que la fluctuation de la courbe et attendre que on descend à ce seuil ou on monte au-dessus d'un certain seuil aussi. D'accord? Donc, c'est plus intéressant de configurer le seuil. Donc, c'est une surveillance plus intelligente, mais ça libère en effet l'administrateur. Il peut faire autre tâche et s'il y a un problème, il sera alerté. Voilà. Alors, on peut créer des graphiques et là, c'est les courbes, hein. C'est très intéressant de voir les courbes parce que c'est très significatif ici. Voilà, donc voilà, on veut faire des visualisations, c'est non. Alors, une fois la fonction de vidage activée, les fichiers de surveillance de performance nouvellement générés sont automatiquement vidés vers le serveur d'application spécifié via le protocole SFTP et FTP. Donc là, ça veut dire quoi vidage? En effet, on va faire l'archivage des informations. On veut les garder dans un autre serveur de type SFTP, on a dit que c'est FTP sécurisé, donc on va faire le push des informations. On va pas les effacer, en effet, on va les mettre dans un autre serveur. Voilà, donc comme ça, on peut laisser la place pour les nouvelles et les fraîches informations qui vont venir. D'accord? Alors, dernière chose ici, on veut afficher les informations sur les performances de périphériques de stockage, notamment les données de surveillance des performances en temps réel, les alarmes, les événements et la consommation d'énergie. Donc là, vous avez les détails, ici les événements, ici c'est la consommation électrique, les alarmes, les performances. Un autre scénario, ah bon, c'est pas un autre scénario, mais là, il vous donne des exemples de métriques qu'on peut surveiller. Donc, vous pouvez surveiller le nombre d'entrées-sorties, les AEPS ici. Vous pouvez aussi surveiller la bande passante et la latence. Donc, la latence, c'est le retard, on dit. Alors, si on va surveiller tous ces indicateurs, d'accord? Donc, euh, on va les comparer normalement par rapport à quoi? La bande passante, la latence, les seuils, comment on va les définir? Donc avec le SLA, on a parlé d'un contrat. Donc dans ce contrat, on va définir les seuils en effet. Donc voilà.
La bande passante, elle ne peut pas descendre au-dessus de ce seuil, la latence ne peut pas être supérieure à une telle valeur, etc., etc. Et après, on va intégrer les seuils qui sont définis au niveau de notre contrat SLA. On va essayer de vérifier que tout est en train de dérouler correctement et conformément à ce contrat ici. D'accord? Donc c'est pour ça, en effet, comment je suis sûre que le service est assuré convenablement? Je m'engage, par exemple, moi je suis engagée à une latence qui peut pas dépasser, je ne sais pas, une seconde ou une milliseconde. Comment je peux s'assurer que tout va bien, que je suis en train d'assurer ce contrat? Grâce à ces indicateurs-là, d'accord? Donc c'est bien de les mettre dans un système qui va faire la surveillance temps réel, qui va vérifier pour vous, est-ce que vous êtes conforme à votre contrat ou non? Alors là, vous avez plusieurs exemples d'indicateurs de performance. Vous avez des snapshots, des indicateurs concernant les ports Ethernet frontales, des probabilités nulles, les disques, les hôtes, les ports logiques, etc., etc. Alors, un autre scénario intéressant ici, donc c'est le remplacement des pièces. Alors, dans quel cas on veut faire des remplacements? Il y a donc une pièce qui est défectueuse ou il y a une pièce comment? À risque. On a bien dit qu'il y a des disques durs qui ont une durée de vie qui est prévisible. Quel est le type de disque qui a ce type de prévision ici? Le SSD, on a dit que le SSD, sa durée de vie, elle est limitée. Exactement, c'est le disque SSD. Alors dans ce cas, s'il y a, bon, on peut prévoir que ça va tomber très prochainement, donc on va faire le remplacement avant qu'il tombe en panne. Donc vous voyez, soit la pièce la pièce en effet, elle est défectueuse, ou c'est prévisible que ça va être défectueux dans un instant, donc on va prévoir ça et on va faire le remplacement à l'avance. On va pas attendre une panne, on va essayer de prévoir ça et de faire le remplacement à l'avance. Alors ça, c'est le cas d'utilisation, voilà. Voilà, on va prévisionner ça et on va essayer de faire les changements. Alors on va voir comment ça se passe. Alors là, c'est le start comme tout à l'heure. On va utiliser le Smart Kit ici. On va sélectionner le composant à remplacer. On va utiliser l'outil pour effectuer la vérification avant remplacement. On va vérifier s'il y a un problème. Alors, vérification réussie. Si oui, on va utiliser l'outil pour mettre le composant hors tension. Donc, euh, on va mettre ça, on va le déconnecter à travers le logiciel. Voilà. Si la vérification n'a pas réussi, on va juste corriger le défaut comme demandé ici. Voilà. Donc, on revient ici, hein. On revient avec lui. Utiliser donc l'outil pour mettre le composant tension. Donc, on va le déconnecter à travers le logiciel. Et après, on va retirer les câbles. On va retirer le composant, insérer un nouveau composant ici. Après, on va connecter les câbles, confirmer que le remplacement est terminé sur l'outil. Voilà. Et utiliser l'outil pour effectuer une vérification après remplacement. Donc, si la vérification n'est pas réussie, donc on va essayer de corriger le défaut et utiliser l'outil une autre fois pour la vérification. Si la vérification est réussie, on va utiliser l'outil pour effectuer l'inspection. Voilà. Si la vérification n'a pas été réussie, on va corriger le défaut. Sinon, c'est bon, l'équipement a été remplacé. Donc c'est pas un remplacement hardware 100%. Vous voyez, c'est vrai qu'on va remplacer la pièce de rechange, mais on va avoir recours à un outil pour faire une déconnexion, on va dire, à travers le logiciel et après faire ça physiquement sur l'équipement direct.
Donc, quelles sont les pièces qu'on peut remplacer? Donc, il y a des pièces qui vont être remplacées par le fournisseur et il y a des pièces qui peuvent être remplacées par le client. Alors, exemple de pièces remplacées par le fournisseur. Donc là, vous avez Huawei, ça veut dire dans ce cas le contrôleur, le module d'interface, petit système, etc. Par le client, donc le module de puissance, le module de batterie, ventilateur, disque d'extension, module optique. Voilà. Alors, requête de pièces de rechange. Donc, si vous voulez demander une pièce de rechange, vous pouvez le faire à travers le site de Huawei. Donc là, il faut accéder à ce lien. Voilà. Vous allez mettre votre serial number ici de votre équipement qui est en panne. Voilà. Vous allez envoyer ça et ils vont vous donner plutôt une pièce de rechange de l'équipement demandé. Donc, il faut donner votre serial number comme on a dit. Alors, les points clés, il faut faire attention. Si vous allez remplacer donc le disque, qu'est-ce qu'il faut faire? Et il faut faire attention à des points clés ici. Alors, lorsque vous manipulez un module de disque, tenez uniquement son bord pour éviter tout dommage. Il ne faut pas le toucher au milieu, il faut juste le toucher au niveau des bords. Il faut faire attention, d'accord? Un autre conseil ici, retirer et insérer un module de disque avec une force uniforme. Il ne faut pas appuyer sur une partie plus que l'autre partie, donc les forces doivent être uniformes, sinon ça risque d'endommager l'apparence du module de disque ici. Un autre conseil, pour éviter d'endommager les modules de disque, attendez au moins 1 minute entre le retrait et l'insertion. Il ne faut pas faire ça très rapidement, donc il faut attendre 1 minute ici. Pour éviter toute perte de données, remplacez uniquement un module de disque dans l'indicateur d'alarme de localisation et jaune fixe, et pas jaune clignotant. Ici, il faut faire attention. Effectuez le remplacement dans les 5 minutes suivantes, le retrait d'un module de disque, sinon la dissipation thermique du système est compromise ici. Utilisez SmartKit pour remplacer un disque à risque. On a dit l'exemple ce SSD ici qui n'est pas défectueux. Donc là, il faut, on a dit le déconnecter avec le logiciel et après effectuer le remplacement. Et pour finir, assurez-vous que le nouveau disque est inséré dans le même emplacement que le disque remplacé. D'accord? Il ne faut pas le mettre dans un autre emplacement. Sinon, le système pourrait fonctionner anormalement. Si vous avez dit que vous allez le remplacer avec SmartKit, il faut le mettre dans le même emplacement. Il ne faut pas le mettre ailleurs, sinon ça va bouleverser le système. Pour lui, il cherche un disque dans un emplacement bien précis. Il ne faut pas le mettre ailleurs. Voilà, ça c'est les points clés de remplacement. Alors là, vous avez un exemple ici. Voilà, donc ça c'est le scénario à choisir. Donc parts replacement. Vous avez un assistant, donc là, les étapes qu'on a vues tout à l'heure avec l'organigramme, ils sont là, hein. Voilà, il faut dire quel est l'équipement à remplacer. Il faut sélectionner le device, sélectionner les parties et faire l'inspection. On a vu ça, hein. On va faire des vérifications au fur et à mesure. S'il y a un problème, il faut pas aller à l'étape suivante. Il faut bien vérifier des choses avant de passer aux étapes suivantes. Alors là, on a terminé le cours. Donc bien à l'avance, vu que c'est la dernière séance, donc là c'est pour vous permettre en effet de poser des questions. Comme on a dit, ça peut être même sur les anciens cours. Donc ça fait un plaisir pour moi pour animer ce cours. J'espère que le cours a été pertinent, voilà. Et j'espère que c'est intéressant, malgré qu'il y a beaucoup d'aspects, on va dire, d'aspects hardware. Bon, je pense que c'est pas tout le monde qui s'intéresse beaucoup à la partie hardware. Donc je pense qu'il y a une certaine difficulté quand même
à voir tous ces aspects. Merci, merci effectivement à tout le monde pour pouvoir assister. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions sur n'importe quelle partie. Je vais revoir s'il y a d'autres questions. Mhm, mhm. Merci aussi. ICT Academy ou partenaire? Ah ouais, oui, il faut faire la différence, Monsieur Diallo. Vous êtes enseignant? Euh, Merci beaucoup. Alors, pour le cours de formation, Madame Limes, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous êtes avec moi pour le support? Académie. Il faut voir avec Madame Limes si c'est possible de faire l'inscription ou non. Ils font la différence, en effet. Ils font la différence entre ICT Academy et partenaire. Est-ce qu'il y aura des vouchers pour la certification? Il faut voir aussi avec Madame Limes ces détails. Moi, je peux répondre surtout sur l'aspect pédagogique, sur le contenu de cours. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Euh, Est-ce qu'il y aura une certification ou non? Il faut voir avec Madame Limes cet aspect. Mhm. Alors, il y a un cours en anglais, le cours, comment dire, le cours officiel de Huawei que vous pouvez télécharger à partir d'ICT Academy. Bien sûr, pour le téléchargement, mais je ne sais pas, normalement, il va être déposé sur le forum. Moi, je peux pas le fournir directement. Le support en anglais, il est possible de le récupérer. Avec le français, euh, c'est un cours qui a été traduit suite à la demande de Huawei. Donc, c'est à eux de dire ou non s'ils peuvent donc le diffuser. Je peux pas le faire directement. Donc, il faut voir avec Huawei. Merci à vous. Mais il y a la possibilité de voir le support en anglais, de l'avoir directement à partir d'ICT Academy. Donc il faut aller à ICT Academy. Juste après l'inscription, vous pouvez récupérer le document en anglais. ICT Academy, je peux fournir ça.
faire un compte et après chercher le document. Merci à vous. Je peux faire la recherche. De toute façon, ça va être diffusé pour donc le quiz. On va essayer de retrouver le dernier lien. Voilà. Donc ça, c'est le dernier lien pour le dernier quiz. Est-ce que vous avez d'autres questions, s'il vous plaît? Merci à tout le monde. Donc, je reprends. Ça fait un grand plaisir pour moi pour donc animer cette formation. Madame Inès. Limès, vous parlez de Madame Limès. Elle est avec nous. Elle est avec nous. Oui, avec nous. Est-ce que je peux diffuser votre email, Madame Limès? Sinon, elle peut le mettre à votre disposition, je pense. Madame Limès, est-ce que vous pouvez déposer votre email comme ça, ils vous contacteront. Je pense que ça, c'est son ID Huawei ici. Madame Limès, ici, Ibrahim Hussein. Il faut la contacter pour voir les détails de la planification. Comme j'ai dit, il y aura d'autres cours et avec ça, il y aura l'aspect pratique qui est prévu. Je pense que c'est l'identifiant Huawei dans le forum. Oui, il y aura une notification par email, exactement. Par rapport à la dernière version de Storage, oui, c'est nouveau. La dernière version, la version 4.5 de Storage, le e-store n'existait pas. Le SmartKit, pardon. Le SmartKit, pardon, n'existait pas. Donc c'est à partir de la version 5 qu'on retrouve le SmartKit ici. Le plaisir à moi et à moi. Donc je vous souhaite une bonne continuation. J'espère voir la majorité de vous dans la prochaine session pratique. Et voilà, je vous remercie encore une autre fois et j'espère vous voir très prochainement. Merci beaucoup.
Comme vous avez fait avec Storage, comment vous étiez informé sur la session de stockage? Vous avez reçu un email, n'est-ce pas? Exactement, vous serez informé de la session très prochainement. Comme j'ai dit, on va prendre une semaine de repos et après on va planifier les dates. Ça va être une semaine intense, juste une semaine, avec normalement 4 TP pratiques très bientôt. Ben, voilà. Sur le cloud. Ce sera des TP sur le cloud. Oui, très prochainement, très prochainement. Non, non, pas de souci, pas de souci. Alors, je vous remercie une dernière fois et à très bientôt. Alors, passez une excellente soirée. Merci beaucoup.